Bonjour à tous et merci d'avoir fait le déplacement. L'un des gros avantages du Covid, c'est qu'on a le droit d'enlever le masque pour pouvoir parler, à condition que la durée totale soit inférieure à 15 minutes, hein. Moi, je vais faire pendant 5 à 6 minutes et puis pas plus. Merci d'être venus. Vous avez tous votre petit dossier de presse. En page 2, vous avez le mode d'emploi avec la présentation par général des objectifs par le président de l'association. Et ensuite, Michel de Rosen, qui est notre cofondateur et secrétaire général, va expliquer pourquoi, comment est-ce qu'il a mis en place ce projet et décidé qu'on puisse s'y associer tous ensemble. Et Janadin, qui est notre délégué général, comme elle a le masque et qui lui couvre les oreilles, je peux dire que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi talentueux, à la fois sur le fond et la forme. Elle a à la fois une attention aux détails et puis une perspective vraiment qui est rare. Hakim El Karoui, qui est un ami depuis maintenant bien longtemps. Youssef Sadiq, Youssef Sadiq qu'on ne présente plus et qui est absolument magnifique, on va voir. Et puis enfin, Yamina Benguigui qui est en route et qui présentera le film qu'elle a fait à partir de ces éléments-là. On est aidé par Sabine Renaud-Sablonnière comme élément de communication. Elle nous a dit, ben voilà, vous allez commencer avec 3 questions. Qui êtes-vous? Pourquoi cet engagement? Et comment est-ce que vous jugerez le bien fondé de cette association? Alors vous avez une partie de l'abstract de cet élément dans le dossier de presse. Moi, je suis professeur de médecine. J'étais intéressé par les questions éthiques pour avoir pu être membre du Comité national d'éthique et de l'Agence de biomédecine, c'est-à-dire l'interrogation sur la fin de vie, la recherche sur l'embryon, les cellules souches, la transplantation, donc quelque chose qui propulse naturellement vers des questions qui ont une dimension spirituelle. Et pourquoi cet engagement? Il y a un élément de paradoxe parce qu'on s'engage vers la société civile, vers le public, alors que la foi d'une personne, c'est un élément d'un domaine privé, et je dirais même intime. Mais bien que ce soit intime, il y a une forme de outing là, de comprendre que les évolutions de la société actuelle font que on doit s'engager dans ces éléments-là vers nos concitoyens, et je dirais qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas musulmans. Pourquoi l'engagement? Parce que, en tant que musulman, encore une fois, on se rend compte qu'il y a un déficit de connaissances sur l'islam. Alors l'islam petit i, religion, et puis l'islam grand i, civilisation. Et puis l'idée, c'est vraiment d'avoir cette espèce de forum de discussion pour pouvoir permettre les échanges. Et on a trois destinations où ça se veut vers 3 types de publics. D'abord les Français non musulmans qui ne connaissent pas l'islam et qui en ont peur. Les Français musulmans, ceux de la majorité silencieuse, qui sont tous animés. Ah bonjour Mayemina, on a juste commencé. Et tu auras la part belle à la fin. Donc, pour les Français non musulmans qui ne connaissent pas l'islam, pour les Français musulmans de la majorité silencieuse, qui sont vraiment animés d'une volonté d'intégration, alors ils sont silencieux, nous sommes silencieux, mais nous sommes la majorité, nous sommes la majorité, mais nous sommes silencieux. Et puis, on n'oublie pas aussi ceux d'entre nous qui peuvent être séduits par des thèmes de radicalisation, ou du moins qui sont à l'écoute de certains discours populistes qui expriment l'authentique dérive séparatiste, c'est-à-dire c'est le « nous sommes entre nous » et qui fait écho au « nous sommes chez nous » ânonné par l'extrême droite. Et là, on a une sorte d'éléments d'extrême qui se rejoignent, et c'est aussi pour lutter contre cet élément-là. On pense qu'on veut se baser sur cette dimension culturelle qui fait un levier. Et si nous réussirons, pensons-nous, si jamais on arrive à passer du stade de vivre ensemble, qui est toujours un peu particulier comme expression, passer du vivre ensemble à construire ensemble. Et construire ensemble, ça veut dire, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait tout un débat pour savoir sur les populations immigrées de 2e, 3e, 4e, 5e génération, est-ce qu'il fallait qu'ils s'intègrent ou est-ce qu'il fallait qu'ils s'assimilent? Alors si on était plutôt à gauche, c'était l'intégration, si on était plutôt à droite, c'est l'assimilation. Et on voit bien que se construit quelque chose qui est entre les deux, qui est un ternaire et qui est une métissage, ou plutôt c'est tresser ensemble. Et c'est pour ça que finalement passer de vivre ensemble à construire ensemble, ça fait un projet, et voilà. Et dans ce projet-là, il nous semble que dans l'islam culture et puis l'islam religion, essayer de comprendre le pourquoi des choses plutôt que l'élément purement technique du comment, parce qu'on doit aller. Il nous semble que la culture, c'est un vrai dénominateur humain commun, et tout en étant bien conscient que la culture est un dénominateur commun pour tous les hommes, mais qu'elle a un part d'ambiguïté, parce que la culture, elle
Alain Lamassoure, notre ancien député européen, disait « La culture n'unit pas, la culture, elle identifie, donc elle divise autant qu'elle rassemble. Le mot est ambigu. » Eh bien, nous pensons résolument qu'il faut unir tout en comprenant les spécificités culturelles. C'est un outil d'amélioration du dialogue entre tous. C'est faire un peu « e pluribus unum » pour reprendre la première devise américaine. Voilà. Ça nous permet de bien comprendre aussi la distinction qu'il peut y avoir entre le culturel et le cultuel. C'est la même distinction qu'entre le politique et le religieux. C'est une bonne compréhension de la laïcité qui doit être soulignée. Et je trouve qu'il y a beaucoup de progression dans cet élément, quelle que soit la culture, la religion, ou la non-croyance des Français. Je trouve que l'on avance beaucoup dans ces éléments-là. Quand on regarde la crise Covid, qui est en cours, qui n'est pas terminée, je trouve que mes co-religionnaires ont fait preuve d'un civisme, non pas plus ou moins que les juifs, les bouddhistes, les catholiques ou les protestants, mais à l'instar des autres cultures. Donc on a une dimension de civisme qui est à noter, et je crois qu'il est un facteur démontrant cette partie d'intégration. Il y a 3 ans, il y a un rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux auprès de l'Union européenne qui avait noté que pour ces populations et personnes nouvellement arrivées, il y avait un degré de confiance dans les institutions démocratiques qui est bien plus élevé que celui de la population européenne en général. Donc nous pensons vraiment que tous ces éléments-là sont des acteurs et des éléments de cohésion nationale. Je suis déjà trop long. Vous avez compris que nos objectifs, c'est contribuer à ce que l'islam soit mieux connu et compris par le plus grand nombre pour désamorcer l'hypothétique choc de civilisation. Et puis donner une tribune internationale, c'est pour ça que vous avez les actes de notre colloque de l'année dernière en français, anglais, arabe, à ces représentants qui vont voir les questions des droits fondamentaux des êtres humains, la sécularisation, la laïcité, l'apport des sciences humaines et sociales, etc. Voilà. Donc l'islam est mal connu, il a trop souffert d'un imaginaire d'exclusion réciproque avec l'Occident, ils ne sont pas comme nous, il y a eux et nous, et voilà. Et donc finalement on gagnera le jour où transmission, herméneutique et attention aux questions sociales seront pleinement repris dans le champ de tous les Français musulmans, à l'instar des Français non musulmans et à l'instar des Français tout court. Voilà. Merci beaucoup. On essaie d'être économe de votre temps et Michel de Rosen va nous exposer ses ambitions initiales. Merci Sadek, chers amis, bonjour. Vous connaissez la différence entre l'ignorance et l'indifférence. La différence, c'est je ne sais pas et je m'en fiche. Nous avons ici l'ambition de lutter contre l'ignorance et contre l'indifférence à l'égard de l'islam. Quand nous parlons de notre association à des tiers que nous rencontrons, en général, nous affrontons beaucoup de scepticisme. Les gens pensent que nous nous attaquons à un sujet immense et que notre capacité à y apporter de la valeur ajoutée est faible. Nous espérons vous convaincre aujourd'hui du contraire, car nous avons sur le sujet une grande ambition. Puis la troisième remarque liminaire que je veux faire, c'est que tout ça, c'est un travail au long cours. Nous voici aujourd'hui le 8 juillet 2020. C'est un travail qui va durer tout le XXIe siècle et même au-delà. Et donc nos enfants, nos petits-enfants, d'autres générations devront continuer. Quelque part, ce travail a commencé il y a beaucoup de siècles, d'une certaine manière. Notre initiative devra s'inscrire dans le temps long. Alors, je voudrais partager avec vous une citation du XIIe siècle. Interdire l'étude des ouvrages de philosophie revient à interdire à une personne assoiffée de boire de l'eau fraîche, disait le grand intellectuel musulman Averroès en 1179. La question à laquelle il voulait répondre est « Si le Coran contient la vérité, est-il permis d'étudier aussi la philosophie ?» Certains musulmans considéraient que la philosophie était nocive parce que des philosophes affirmaient
osait affirmer des choses contraires à la vérité révélée par Dieu. Or, il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Sans doute, mais cela ne suffit pas à condamner d'un seul coup, soutenait Averroès. Cette position est importante historiquement parce qu'elle nous permet de savoir qu'un islam des Lumières existait déjà, même s'il n'était à l'époque réservé qu'à des savants. Les fondateurs de l'association islam au XXIe siècle s'inscrivent de fait dans une double filiation. Ils s'inscrivent résolument dans la tradition et le sillon de l'islam des Lumières, l'islam ouvert au dialogue, l'islam tolérant, l'islam moderne. Ça, c'est une filiation. La deuxième filiation, c'est la tradition œcuménique qui pousse non pas nécessairement au rapprochement entre les religions, mais au dialogue respectueux et sincère entre elles. Alors pourquoi avons-nous créé notre association l'islam au XXIe siècle ? D'abord parce que, bien que se développant dans le monde, l'islam rassemble déjà plus d'1,7 milliard d'hommes et de femmes et est ainsi devenu la première religion du globe. Eh bien, malgré cela, l'islam reste mal connu, mal compris, et pas seulement des non-musulmans. Cette incompréhension, cette ignorance sont dangereuses, elles nourrissent au minimum des préjugés et parfois de l'hostilité. Quand les hommes ne se comprennent pas, il faut travailler pour qu'ils se comprennent plus et mieux, en réduisant les malentendus et en faisant reculer l'ignorance et l'indifférence. L'autre raison de la création de notre association est que, contrairement à ce que croient les sceptiques, beaucoup peut être fait. L'islam n'est pas organisé comme une pyramide, comme l'Église catholique, il est composite et divers. Une multitude d'initiatives l'animent et le font vivre. D'innombrables écrits ou discours sont produits. Dans ce contexte, identifier les penseurs, les auteurs, les textes les plus intéressants et les plus fertiles, les rassembler, les faire échanger et les faire connaître, est bon pour l'islam et bon pour l'humanité. Il y a des richesses, des pépites cachées ou mal connues, auxquelles il faut donner une tribune, des échos, des auditoires. En résumé, les fondateurs de l'islam au XXIe siècle veulent immodestement et courageusement faire trois choses. Contribuer à ce que l'islam soit mieux connu et mieux compris. Deuxièmement, contribuer à ce que l'islam moderne dispose d'une tribune et se fasse entendre. Et troisièmement, contribuer à bâtir, pierre à pierre, cet islam des Lumières, l'islam du XXIe siècle. Notre premier président, qui ne peut pas être là aujourd'hui, le professeur Mohamed Haddad, est un remarquable islamologue tunisien. Le professeur Sadek Belloussif lui a succédé comme président et l'imam Eva Janadin comme délégué, comme première déléguée générale. Leur arrivée à la tête de notre association est une grande chance pour notre association. Il y a beaucoup à faire. La cause est belle. Vive l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui pour écouter cette présentation de l'islam au XXIe siècle. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir le faire tous ensemble.
Donc je me présente déjà brièvement. Je suis Eva Janadin, je suis issue d'une famille athée. Et progressivement, au cours de mon parcours personnel, j'ai fait un parcours de conversion à l'islam, donc il y a une dizaine d'années à peu près. Suite notamment à de nombreuses lectures qui m'ont fait découvrir cet héritage et qui m'ont donné l'envie de me convertir. Et parallèlement à ça, j'ai suivi aussi une formation universitaire en histoire de l'islam, ce qui m'a également permis d'approfondir mes connaissances sur ce domaine-là. Et à partir de 2015, après un parcours assez solitaire et personnel, j'ai décidé de m'engager, notamment suite aux attentats, qui m'ont beaucoup marqué, comme tout le monde ici. Mais j'ai décidé de le faire comme une sorte de responsabilité citoyenne, pour montrer haut et fort qu'un autre islam était possible, que d'autres musulmans vivaient autrement l'islam. Et c'est à partir de ce moment-là donc, où j'ai voulu, à ma modeste échelle, de participer à l'insertion paisible et sereine de l'islam en France par la construction d'un islam de France avec des valeurs de liberté et d'esprit critique. J'ai donc par la suite, j'ai commencé par m'investir dans les réseaux sociaux et ensuite à cofonder 2 associations, l'Association pour la Renaissance de l'Islam Moutazilite et par la suite les Voix d'un Islam éclairé. Et depuis 2019, j'officie comme imam dans la mosquée mixte Simorgue avec également Anne-Sophie Monsinet. Donc c'est avec plaisir et grand honneur que j'ai accepté de rejoindre l'équipe d'Islam au XXIe siècle en tant que délégué général pour participer donc à ce nouveau projet qui entre en phase avec mes engagements. Donc j'aimerais aborder la question de ce que l'association peut apporter justement à cet engagement aujourd'hui. J'estime qu'il y a depuis déjà très longtemps toute une production intellectuelle qui existe déjà depuis même le XIXe siècle où des premiers penseurs réformateurs musulmans ont cherché à refonder la pensée religieuse de l'islam. Donc les travaux existent. Tout l'enjeu aujourd'hui est de faire continuer la machine qui est déjà en route et de diffuser et d'apporter de nouveaux travaux et de diffuser de nouveaux travaux, de produire de nouveaux discours. Aujourd'hui, l'enjeu essentiel est de montrer aux extrémistes qu'ils n'ont pas le monopole de la parole en islam et qu'ils n'ont pas le monopole de l'interprétation des textes. Le but est de montrer justement qu'il y a un pluralisme très fort en islam et l'islamologue américain d'origine iranienne Abdol Karim Solouch le dit avec une très belle formule que je vous cite. « Nous sommes toujours plongés dans un océan d'interprétation. Le texte ne nous parle pas. Vous devez le faire parler en lui posant des questions. » Et c'est justement aujourd'hui le fait que beaucoup, dans les discours extrémistes, beaucoup de musulmans estiment qu'on devrait trouver des réponses définitives dans les textes et dans la sunna prophétique et dans le Coran, que naissent le dogmatisme que l'on connaît aujourd'hui et l'archaïsme et l'obscurantisme que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc le but est justement de questionner et non plus d'essayer de trouver absolument des réponses définitives. J'estime que le vrai islam n'existe pas. L'islam en soi n'est rien, il est principalement ce que les musulmanes et les musulmans en font au cours de l'histoire. Et c'est avec ce paradigme de pensée, à mon avis, que nous pourrons essayer de changer les choses. L'autre défi aujourd'hui est de relever un défi collectif, c'est-à-dire de faire un travail collectif au niveau intellectuel pour faire émerger et refonder une pensée religieuse et culturelle sur l'islam. Et je suis persuadée que le seul rempart au discours de haine actuel qu'on peut connaître par rapport à l'islam est de promouvoir un islam éclairé, porteur de valeurs d'humanisme et d'universalisme, à condition que cet islam éclairé soit consolidé par de nouveaux discours théologiques, par de nouveaux discours philosophiques également, et normatifs, ainsi que par une très bonne connaissance de l'histoire de l'islam pour essayer d'y voir un peu plus clair et de faire progresser la connaissance au détriment de l'ignorance. Donc l'objectif, j'en profite maintenant de vous présenter les actions futures de l'association. L'objectif principal, c'est de coordonner au sein d'un réseau international des chercheurs et des spécialistes et des acteurs aussi de l'islam à l'échelle internationale pour valoriser leurs réflexions. Donc on va continuer ce cycle de conférences bisannuelles qui a été commencé donc en février 2019. La prochaine conférence internationale aura lieu à l'automne 2021. De la même manière, des actes seront publiés, comme ceux que
vous avez pu admirer à l'entrée, et seront traduits aussi en arabe et en anglais. Entre ces grands rendez-vous auront l'idée et aussi de mettre en place des ateliers de travail pour aider les spécialistes et les contributeurs donc à ces réflexions à débattre entre eux sur leur méthode de travail, à essayer de réfléchir un petit peu ensemble. Encore une fois, l'enjeu du collectif est essentiel, de réfléchir ensemble sur ces questions, sur leur méthode de travail et leurs résultats. À partir de janvier 2021, l'idée aussi est de lancer une revue à destination du grand public, une revue qui au départ sera quadrimestre et dans l'espoir de la publier le plus rapidement à un rythme trimestriel. Une revue qui va rassembler une vingtaine de contributeurs spécialistes de l'islam et qui contribueront justement à cette refondation de cette pensée. Il y a deux objectifs à cette revue. Un premier volet, c'est l'encouragement de la recherche scientifique, théologique et philosophique sur l'islam, et un deuxième volet, c'est la transmission civique auprès du grand public, puisque tout l'enjeu est précisément là, de faire connaître ces travaux et de les vulgariser. L'idée est de produire, de diffuser de nouveaux discours pour renouveler l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation des textes de l'islam. Et l'autre enjeu aussi est de permettre un intérêt méthodologique dans cette revue, c'est-à-dire d'aborder l'islam de manière pluridisciplinaire et de faire dialoguer les méthodes des disciplines religieuses traditionnelles avec les méthodes des sciences humaines et sociales. Donc cette diffusion doit être essentielle, c'est-à-dire la diffuser le plus largement possible sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur Internet de manière générale, pour encore une fois être beaucoup plus présent sur Internet, puisque c'est à cet endroit-là qu'on voit émerger le plus de discours de haine aujourd'hui. Donc il y a, pour terminer, plusieurs rubriques, en tout cas plusieurs axes seront présentés dans cette revue, notamment la présentation des nouvelles lectures du Coran et de la Sunna, un petit peu dans l'axe aussi de Mohamed Harkoun, des travaux de Mohamed Harkoun, avec une approche historique, anthropologique et sociologique, mais également dans une autre rubrique, une actualisation des grands débats théologiques et philosophiques de l'islam, pour essayer de voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui, et des grands débats qui ont animé durant toute l'histoire de la pensée islamique, qui ont été animés au cours de l'islam, notamment sur la question de la liberté par exemple, mais aussi dans une autre rubrique, une réflexion sur les normes, les pratiques et les pratiques religieuses. C'est-à-dire que l'objectif aussi est de ne pas se perdre dans des abstractions, mais de penser qu'on a aussi beaucoup de questionnements à l'échelle des musulmans sur leurs pratiques religieuses et sur les normes. Et je pense qu'il est aussi de notre responsabilité de prendre en charge ces questions très pratiques et pragmatiques, puisque sinon d'autres le feront à notre place. Donc l'enjeu est aussi de réfléchir sur la question des normes. Dans cette revue, l'islam sera confronté aux grands débats d'aujourd'hui, aux grands débats contemporains du XXIe siècle, notamment la question de l'altérité, avec la question de l'égalité homme-femme, des autres religions, et de l'athéisme et de la liberté de conscience. Autre domaine aussi fondamental, c'est la place de l'islam dans la cité. Quel est le lien de l'islam avec la politique aujourd'hui, quelles sont les questions que cela pose, les questions de sécularisation et de laïcité également. Et enfin aussi, autre grand débat, c'est le statut des sciences modernes et de l'islam. Quels sont les liens entre ces deux domaines, comment l'islam au cours du temps a participé à l'élaboration des sciences modernes, et toutes les questions aussi de bioéthique qui se posent aussi aux musulmans comme aux non-musulmans aujourd'hui, et comment on peut y répondre avec l'héritage notamment de l'islam. Enfin, d'autres rubriques permettront d'incarner un petit peu tout ça par des approches plus biographiques, notamment la mise en valeur de portraits d'anciens penseurs de l'islam revisités par des penseurs actuels. L'idée est de mettre en place un dialogue intergénérationnel et de renouveler aussi, d'inciter le renouvellement des générations de penseurs, d'inciter de nouvelles générations à s'exprimer sur ces questions, et enfin aussi des itinéraires personnels d'acteurs engagés aujourd'hui dans l'islam pour leur poser des questions sur la singularité de leur parcours avec l'islam et comment ils œuvrent au quotidien pour essayer d'insérer paisiblement cet héritage dans le monde actuel, et de leur poser plusieurs questions sur la place de l'islam et des musulmans aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà, donc c'est un très grand projet et je souhaite que nous y arrivons en tout cas tous ensemble. Et merci beaucoup pour votre écoute.
bonjour. Moi, je suis Hakim El Karoui. Je veux remercier Michel, Sadek, Eva, et plus largement tous ceux qui aujourd'hui croient qu'il y a un avenir pour l'islam. Que l'islam n'est pas la religion archaïque, passéiste, réactionnaire, conservatrice, qui est diffusée, pas seulement dans les médias comme le disent les gens qui s'en plaignent, mais par les musulmans eux-mêmes. En tout cas par ceux qui, aujourd'hui, tiennent le discours. Moi, je suis français, franco-tunisien, d'un père musulman, d'une mère protestante, assez engagé, j'ai été conseiller à Matignon, assez engagé dans les affaires publiques. J'ai créé un club, le Club 21e siècle, qui traite de diversité des populations françaises, pour expliquer que on peut être français avec un nom étranger, on n'est pas pour autant un assisté à un terroriste ou quelqu'un qui est à la périphérie, qu'on peut être tout à fait au cœur de la société. Et quand j'ai créé le club, j'ai toujours dit, jamais on parlera de religion. Jamais, parce que la religion, ça divise, et puis la religion, c'est une affaire privée. Et puis sont arrivés les attentats. Et avec les attentats, je me suis dit, mais en fait, on ne peut pas ne plus en parler. La religion, notamment musulmane, n'est plus une affaire publique, n'est plus une affaire privée, pardon, c'est devenu une question publique. Et plus qu'une question publique, c'est devenu une question politique. Et on ne peut pas laisser cette question politique aux extrémistes, aux intégristes, aux djihadistes, à ceux qui sont en train d'organiser la confrontation entre une partie de la société française et la grande majorité de la société française. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Première chose à faire, c'était comprendre. Qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle et qui sont les musulmans ? Et c'est pour ça que j'ai fait avec l'Institut Montaigne un premier travail, un premier rapport qui s'appelle « L'islam français est possible », qui a donné ensuite un livre qui s'appelle « L'islam, une religion française ». L'objectif, c'était de faire une sociologie, une géographie, un paysage idéologique des musulmans de France, français et étrangers, pour comprendre où ils étaient. Sachant que, en fait, tout le monde en parle et personne ne les connaît. Et à commencer par eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'il y a des porte-paroles autoproclamés, il y a ceux qui crient plus fort que les autres, il y a ceux qui disent « voilà ce que nous sommes », mais en fait, on ne les connaissait pas. Le résultat, qui est assez surprenant, c'est en fait une très grande divergence au sein de la communauté musulmane qui n'existe pas, qui n'est pas structurée, qui n'a pas de sentiment d'appartenance. Très grande divergence entre une majorité silencieuse, pour être précis, une moitié silencieuse, à peine une majorité, un quart qui font de la religion une affaire identitaire, une façon de s'opposer à un certain nombre de valeurs pour affirmer une identité, et dans ce quart-là, énormément de jeunes français nés en France, ce pas des étrangers, ce sont des jeunes français, et puis au milieu, un autre quart composé de beaucoup d'immigrés, beaucoup d'étrangers qui viennent avec leur système de valeurs, qui ne correspond pas à la norme majoritaire de la France aujourd'hui, mais qui d'une certaine manière ne revendiquent pas. Constatant ça, ayant un peu d'expérience du monde arabe, j'ai vécu en Égypte, je suis d'origine tunisienne, je travaille dans le monde arabe à titre professionnel depuis maintenant une quinzaine d'années, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Et le cœur du sujet, on en a parlé, Eva en a parlé, Michel en a parlé, Sadek en a parlé, le cœur du sujet il est idéologique. Une partie de l'islam a réussi à imposer sa norme, sa vision, son orthopraxie, son orthodoxie, son interprétation sur l'islam en général. Et cette partie-là, elle est née, en fait, il y a un siècle. Et elle a réussi à faire croire aux musulmans, les intégristes comme les non-intégristes, que la norme, c'était eux. Qu'ils étaient capables de définir ce qu'était le vrai islam, le bon islam, la vérité, la justice. Pour ça, ils ont pris un certain nombre de libertés avec le dogme traditionnel. Ils ont fait du prophète une figure christique, par exemple. Il y avait au XIXe siècle un best-seller en France, c'était l'imitation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a un best-seller dans les librairies musulmanes, c'est l'imitation du prophète. Il faut vivre comme le prophète. Autant du prophète, autant de la grandeur, etc. Et d'un point de vue théologique musulman, c'est assez surprenant parce que le prophète n'est pas une figure que l'on divinise en islam. C'est même tout l'inverse. Le prophète est un intercesseur. Et puis ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont créé une orthopraxie où du matin au soir, de la naissance à la mort, tous vos faits et gestes sont considérés, organisés, régimentés par cette imitation
du prophète. Cette imitation fondée sur des dits, des écrits, des propos rapportés, dont la valeur historique est questionnable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je parle sous le contrôle de Makram Abbès, qui est professeur à l'École normale supérieure de Lyon et qui est spécialisé de philosophie politique et religieuse, notamment sur ces questions-là. Et cette orthodoxie, cette orthopraxie, à l'évidence, elle n'est pas compatible avec le système de valeurs de la France contemporaine. Elle n'est pas non plus avec l'évolution, d'une certaine manière, des pays maghrébins. Et ce qui est très frappant, c'est qu'elle évolue en France indépendamment maintenant de ce qui se passe dans le monde arabe. C'est-à-dire qu'il y a un islamisme français, il y a même un djihadisme français qui est en train de s'inventer, qui est franchement assez inquiétant. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il y a vraiment deux piliers. Il y a un pilier théologique, idéologique, il y a le monde des idées, le monde des interprétations. Et puis il y a un pilier opérationnel. Et vous ne gagnez pas la bataille des idées si vous n'avez pas une organisation. Et ce qu'ont montré notamment les frères musulmans depuis toujours, c'est qu'avec une organisation notamment caritative, sociale, qui rend des services, ils ont réussi à imposer une lecture de la religion, une organisation de la société, une vision de l'équilibre des pouvoirs efficace parce qu'elle a convaincu beaucoup. Donc moi je me suis attelé sur ce que je sais faire, je ne suis pas théologien, le sujet m'intéresse, mais ce n'est pas mon expertise. J'ai essayé de travailler sur l'organisation, et notamment sur le financement. J'ai fait un certain nombre de propositions, j'ai essayé de les diffuser dans le débat public, auprès des décideurs publics, auprès de l'État notamment, parce qu'en France, l'État est laïque, mais il décide de tout, et en même temps, il n'assume rien sur ces sujets-là, ce qui n'est pas très facile, parce que, en fait, on ne sait jamais s'il est là. Mais on a quand même besoin de lui. Et on a besoin de lui notamment parce que l'organisation est fondée sur l'ingérence des pays étrangers qui viennent avec des financements et qui disent il n'y a pas d'argent dans l'islam de France, donc nous, en fait, on nous demande de rendre service, donc on rend service. Au passage, ces États diffusent non pas un islam intégriste, dangereux, djihadiste, pas du tout, c'est pas du tout le cas des imams marocains, algériens, ni même turcs, mais ils diffusent un islam qui est le juste milieu du Maroc d'aujourd'hui, de l'Algérie d'aujourd'hui, de la Turquie d'aujourd'hui. Et le juste milieu du Maroc d'aujourd'hui, de la Turquie d'aujourd'hui, de l'Algérie d'aujourd'hui, ce n'est pas le juste milieu de la France d'aujourd'hui. Donc les imams détachés, ce n'est pas une solution. Alors ils vous répondent, oui mais attendez, les imams français, les vôtres, ils sont bien pires que les nôtres. Parce que le salafisme progresse, il progresse avec en plus une forme d'efficacité, parce que ce sont des gens qui sont proches du terrain. En fait, c'est des jeunes Français qui parlent aux jeunes Français des problèmes des jeunes Français. Et c'est là où la question idéologique, théologique, rejoint la question de l'organisation. D'un côté, on a besoin de financement pour mettre en place une organisation saine, indépendante, transparente de l'islam en France. Et puis de l'autre, on a besoin de théologiens, on a besoin d'historiens, on a besoin de personnalités qui sont croyantes ou pas croyantes, mais qui sont capables d'interroger les textes. Et qui sont capables de remettre en question cette couche islamiste construite depuis un siècle, et qui sont capables de dire, mais ça vous savez, c'est une école, et c'est l'islam, mais ce n'est qu'une partie de l'islam. Les musulmans de France, ils ont une caractéristique par rapport aux autres croyants en France, c'est qu'ils sont beaucoup plus pratiquants. Et que plus on est jeune, plus on est pratiquant. Donc il y a une demande de religion, qui est aussi une demande d'identité, qui est très forte. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule offre. Et ça, tous les travaux que j'ai faits sur les réseaux sociaux sont extraordinairement frappants. Une seule offre, et c'est même pas une offre frériste, c'est aujourd'hui une offre salafiste soft, où il n'y a plus d'appel à la violence, à la discrimination, mais où il y a une islamisation totale de la modernité. C'est-à-dire que les prêcheurs salafistes, les stars salafistes, vont vous expliquer comment vous allez être salafiste du matin au soir, de la naissance à la mort. Il faut absolument diffuser une offre. Et quand j'ai rencontré Michel, c'était maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans, quand il m'a parlé de son projet, j'ai trouvé ça formidable, à la fois parce que je trouvais ça formidable qu'un non-musulman s'en occupe. En même temps, je trouve triste que les musulmans ne s'en occupent pas assez. Les musulmans de France, heureusement il y en a quelques-uns, mais la majorité silencieuse notamment, elle reste silencieuse et je pense qu'elle a tort. Elle a tort d'un point de vue religieux, elle a tort d'un point de vue politique, parce que son silence est interprété par le reste de la société, mais j'ai trouvé l'initiative formidable, et pour moi il y a vraiment un continuum. On a besoin de l'amont. L'islam au XXIe siècle, c'est l'islam de la modernité. C'est l'amont intellectuel, l'amont théologique, l'amont historique, l'amont idéologique.
Ensuite, on a besoin d'une organisation d'un financement, c'est ce que j'essaye de faire, et SADC est très largement impliqué aussi dans cette initiative. C'est l'AMIF, l'Association musulmane pour l'islam de France. Ça, c'est une caisse de financement. Une caisse qui doit permettre à la fois de rendre des services aux musulmans en tant que Français et en tant que musulmans, et de financer un certain nombre de choses. Quoi? La recherche théologique. Là, on revient à l'islam au XXIe siècle. La formation des imams. Former des imams en France, si c'est une ambition géographique, ça ne sert à rien. Si on les forme avec les techniques, les idées qui viennent des pays étrangers, ça ne sert à rien. Former des imams en France, avoir des imams français, c'est utile s'il y a un continuum. Si les gens qui travaillent, Tarek Obrou, Mohamed Bajrafil, les historiens, Makram, chacun avec son point de vue qui est différent, Jacqueline Chabi, les historiens du Coran des historiens qui sont encore différents. Il faut que tous ces gens-là se mettent ensemble et soient capables de donner des pistes qui sont des pistes d'interprétation, religieuses ou pas religieuses. Je pense que c'est l'ambition d'islam au XXIe siècle. Et puis après, il faut que ça se diffuse. Et pour que ça se diffuse, pour que les idées diffusent, et ça, de ce point de vue-là, le rapport que j'avais fait sur la fabrique de l'islamisme, essayer de décortiquer la fabrique industrielle des idées, on a besoin d'organisation. On a besoin de militants, on a besoin de médias, on a besoin d'argent, on a besoin de réseaux sociaux, on a besoin de télévision. L'exemple, il est là, c'est ce qui a déjà été fait. Ben nous, d'une certaine manière, il faut qu'on fasse pareil. Et donc, des idées jusqu'aux réseaux sociaux, des intellectuels, des théologiens les plus pointus, jusqu'aux jeunes qui sont capables de diffuser des idées sur YouTube. Aujourd'hui, c'est plutôt sur Instagram, et puis maintenant, ça arrive sur TikTok. Il faut construire ce continuum. Et c'est intéressant, je pense que c'est fondamental pour la France, parce que c'est comme ça qu'on va se sauver du clash que certains veulent organiser, que ce soit les islamistes, voire les djihadistes, ou que ce soit l'ultra-droite et l'extrême droite. C'est utile pour les musulmans parce que je crois vraiment, et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Mohamed Harkoun et avant lui c'est Jacques Berck, que la France était une chance pour l'islam. Pourquoi? Parce que là, en France, on est encore à peu près libre de penser ces choses-là. C'est quasiment plus le cas dans le monde musulman, en tout cas dans le monde arabe, sauf peut-être en Tunisie et encore. Et puis enfin, c'est une chance pour les Français de confession musulmane parce que la majorité, et ça personne ne le sait, ils sont en train d'inventer une nouvelle façon d'être français et musulmans et français. Ils bricolent, ils inventent, ils métissent. Bon. Ça, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et eux, ils ont besoin d'un appui théologique. Eux, ils ont besoin d'un appui d'idées, à la fois pour répondre aux arguments des intégristes, et puis aussi pour se conforter dans leurs croyances. Et moi, je pense que la laïcité, c'est le respect des croyances. On a le droit de ne croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de conscience. On a cette chance extraordinaire en France. Il faut l'utiliser. Je pense que c'est vraiment l'objet d'initiatives comme l'islam au XXIe siècle, de participer à la construction de cette réinvention. Voilà, merci à vous. Bonjour. Avant de donner la parole à Yamina Benguigui, vous allez voir une petite vidéo de Youssef Sédik, qui aurait dû être là aujourd'hui, mais qui est en Tunisie, qui n'a pas pu revenir. C'était un de nos orateurs pour la conférence de l'UNESCO. Il a préfacé et conclu les actes qui sont à votre disposition. Et il a également traduit avec Louisa, qui est là, Louisa Nadour, les actes en arabe. Donc je vous laisse regarder cette petite vidéo et après, Yamina, tu auras la parole. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, nous sommes devant un document que je ne sais pas comment qualifier. Est-ce qu'il s'agit d'un livre, au sens où ce mot en français a des dimensions que vous connaissez, que je n'ai pas besoin d'expliquer? Nous sommes devant un book, au sens où il s'agit d'un document pour repérer, inscrire des paris, pensez au bookmaker. Si j'ose déterminer ce document, cet écrit,
par un mot, ce serait vraiment le mot arabe de kitab, qui signifie usuellement livre. Mais c'est un livre où des questions du même ordre, mais très diverses, très plurielles, sont posées en même temps, dans un même ensemble. Il s'agit en fait de cela. C'est un ensemble d'interventions, des actes pour un colloque extraordinaire, l'islam au XXIe siècle, constitué en février 2019, et qui a réuni, à mon avis, tous les problèmes qui se posent à l'islam et qui posent l'islam au monde. Cette tentative de l'islam comme question posée au monde n'est pas la première. Elle a été une fois inaugurée dès la naissance de l'islam, quand il y avait l'affaiblissement du monde chrétien, du monde persan, et à la lumière de cette situation, l'islam a profité pour s'étendre d'une manière fulgurante que les historiens n'ont pas encore expliquée. Figurez-vous que dès le troisième califat, juste après la naissance du prophète, le califat c'est le successeur du prophète, l'islam a débarqué en Europe, à Chypre. Figurez-vous qu'il a atteint l'Europe de Poitiers et de Tours. Figurez-vous qu'il a atteint de l'autre côté du monde, c'est-à-dire à l'est, les confins de l'Inde et de la Chine. Il a été posé, l'islam, comme question au monde 3 ou 4 siècles après, quand il y a eu cette immense guerre mondiale que nous appelons les croisades et qui n'ont pas fini de nous poser des questions. L'islam était au centre, était le vis-à-vis principal de ce bouleversement, de ce grand cataclysme, que ce soit dans le paysage du monde ou dans les thématiques, dans les concepts, dans la manière de regarder le monde. À ce moment-là, justement, il y a eu un autre bouleversement que l'Europe connaît très bien et qui est responsable certainement de l'essor appelé par nos historiens l'essor de la Renaissance. C'était quand la philosophie arabe, la pensée arabe s'est tue définitivement avec Averroès pour devenir finalement la question du monde, la question de la foi et de la pensée, la question de l'irrationnel et du rationnel. Et ça a donné à l'Europe des ailes que nous connaissons sous le nom de Léonard de Vinci, d'Erasme, etc. L'Europe qui a donné les Lumières. Donc, c'est peut-être une autre manière, ce colloque, une autre manière d'exprimer une question de l'islam au monde. C'est pour ça que je crois que ce livre est important et son édition en 3 langues est un événement important et je ne peux vous cacher que je suis très honoré d'en avoir été le préfacier. Bonjour, merci Michel, merci Sadek. Alors écoutez, moi je vais me présenter un tout petit peu, puisque je crois qu'il faut se présenter, c'est ça Michel. Je suis donc réalisatrice française d'origine algérienne. J'ai beaucoup travaillé sur l'immigration maghrébine. J'ai eu des fonctions publiques un peu comme Hakim, j'ai été maire adjointe de Paris, aux discriminations et aux droits de l'homme, et j'ai créé cette délégation. Donc on voit en 2008 et on voit les soubresauts aujourd'hui de tout ce que
vous savez, l'affaire Traoré, etc., tous ces mouvements aussi qui sont plus sur la racialité, etc. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi en tant que réalisatrice sur l'égalité homme-femme et en tout premier lieu, donc mon premier documentaire, ma première réalisation s'appelait Femmes d'Islam. J'avais tourné dans 10 pays musulmans et la question qui était posée, est-ce que c'est le Coran qui est contre les femmes ou c'est l'interprétation de là où s'est posé l'islam, c'est-à-dire que l'interprétation de la tenue vestimentaire au Mali d'une femme musulmane n'est pas du tout la même qu'en Iran. Donc je suis allée avec la thématique du voile, qui était le voile et la peur, le voile et le silence. C'était sur des pays qui étaient comme l'Algérie, l'Égypte, l'Iran. Le voile et la peur, c'était des pays où effectivement il y avait une émergence intégriste. À l'époque, c'était l'Algérie, on avait vu le basculement pendant les 10 ans de terreur. Et ensuite, j'avais pris le parti de ne pas interviewer des hommes, parce que le débat, c'était pas les hommes contre les femmes, mais bien comprendre quelle était cette interprétation et de voir à quel point, quand l'islam se posait sur un pays, il se coulait dans la culture du pays, d'où l'excision que l'on retrouve, entre guillemets, soi-disant au nom de l'islam, dans certains pays africains, enfin beaucoup de pays africains, et pas du tout quand vous arrivez au Maghreb ou un peu plus loin, que l'on retrouve dans un tout petit bout de l'Indonésie. Donc c'est comment cet islam, qui est effectivement, je pense que Michel l'a bien rappelé tout à l'heure, cet islam qui arrive, qui se pose, c'est une parole, c'est soit la parole du prophète, soit la parole des compagnons du prophète, et ensuite, comment cette parole arrive aussi sur des cultures. Donc, c'était ça l'axe de Femmes d'Islam. Ça a été mon premier film. Donc, l'islam est un livre aussi qui est assez ouvert avec ses si. Ça, ce sera, Hakim, on en parlera un jour, c'est-à-dire que les versets sont ouverts. Vous pouvez être polygame à condition d'être équitable avec les 4. Je te cite, Hakim, parce que c'est la Tunisie où le président Bourguiba s'était servi d'un verset du Coran pour arrêter la polygamie et, par exemple, le voile. Il a expliqué que l'État de la Tunisie ne permettait pas aux Tunisiens d'être équitables pour avoir 4 femmes. 4 femmes, 4 maisons, 4 voitures, nourrir 4 foyers. Donc il l'a interdit. Mais il s'est servi de cette ouverture. Donc je pense que l'islam au XXIe siècle, lorsque Michel m'a demandé d'être la réalisatrice de cette conférence, enfin d'une partie de la conférence, j'ai vraiment adhéré tout de suite au projet. C'est un projet que je trouve formidable et je trouve que selon nos métiers, selon nos aptitudes, nous pouvons participer aux propositions, parce que c'est en faisant un film que j'ai découvert cette subtilité, que nous pouvons prendre des décisions, que ce soit dans le terrorisme, le djihadisme ou dans l'évolution des femmes. Enfin, le statut de l'obéissance en Égypte est toujours là, le code de la famille en Algérie, il se base sur des choses qui sont soi-disant de l'islam, encore une fois, mais que l'on détourne. Alors, on peut
aujourd'hui se servir aussi de versets du Coran, tout en gardant la force du propos. Il n'est pas question, puisqu'il n'y a pas de clergé, donc qui va aujourd'hui transformer et se permettre de transformer cette parole. Mais c'est une parole qui peut être vue par plusieurs angles, et surtout à l'intérieur de cette parole, il y a une possibilité de prendre un angle plus juste, plus social et plus humaniste. Voilà ce que j'avais à dire, en tout cas sur ma connaissance de l'islam, et j'ai travaillé 3 ans sur ce film et dans 11 pays musulmans. Et il faut savoir que je me souviens d'un témoignage d'une femme iranienne qui m'a dit, je dis, mais vous portez ce voile, etc. Au Yémen, c'est un voile avec 4, c'est plus une couverture avec 4 couches. En Iran, en Égypte, et puis si on repart au Maghreb, l'influence en Algérie des Turcs qui étaient au départ une petite voilette, etc. Et cette femme m'a regardée, elle était ministre d'ailleurs, et elle m'a dit, nous avons la bonne lecture et le Coran n'est pas un livre de mode, donc il faut nous suivre ou pas. Donc voilà, ça c'est entre femmes déjà, entre lectures, avec quand même des femmes qui prennent des décisions, qui sont députées, ministres, parce que l'Iran avait été un des premiers à avoir une 15aine de femmes ministres. J'ai continué avec Mémoire d'immigrés, j'ai continué avec le plafond de verre, le 93, tournant toujours autour des mêmes questions, mais pour moi, il n'est pas question d'évolution des mentalités sans l'image, sans la parole, sans outils, sans film, pour pouvoir dire, sachant que nous parlons d'un sujet un peu tabou qui est l'image, non-représentation dans l'islam, mais nous pouvons raconter nos histoires, nous pouvons faire évoluer le débat en images. Donc, et je suis arrivée sur Aïcha, la fameuse série Aïcha. Juste petite anecdote avant d'arriver sur la thématique de l'islam au XXIe siècle. Aïcha, qui était une série sur France 2, je me suis basée sur mes documentaires et j'ai travaillé comme une journaliste qui enquête sur un sujet. C'était vraiment la vie de l'autre côté du périphérique, avec une jeune fille qui veut absolument venir de l'autre côté du périph', et pour elle, c'est venir en France. Donc j'ai interrogé à la fois des musulmanes, comme ça, plutôt, c'était élevé dans une famille qui était culturellement musulmane. Ensuite, j'ai aussi interviewé des convertis, des jeunes filles, tout ça très longuement. On est resté presque 1 mois et demi à Bobigny, à Drancy, à les interviewer. Et j'ai interviewé un jour 3 petites jeunes comme ça, pour dire quand même la méconnaissance de l'islam. La jeune fille qui s'est convertie, qui s'appelle donc Chantal, imaginons Chantal, donc elle s'appelait Soumaya au moment où je viens là. Alors je lui demande comment elle s'est convertie et le comportement vis-à-vis de sa famille là. Alors elle me dit, c'est très simple. J'avais 2 possibilités, faire un piercing ou mettre le voile. Alors j'ai cherché mais tout ça existe en images, hein, donc j'ai dit, mais c'est quoi le rapport? Je pensais qu'il y avait un lien ou une analyse. Non, moi je ne m'entends pas du tout avec mes parents, et de toute façon, j'ai décidé, j'ai des amies musulmanes, j'adore leur façon de faire, donc j'ai ça, mais faire le piercing, c'est pas mal aussi. Donc
je vais peut-être faire le piercing. Et elle m'appelle 2 jours après, elle me dit, je suis dans ma chambre et je viens d'envoyer un mail à ma mère qui est dans le salon. Hein. Donc, et je lui ai dit, eh ben, je vais porter le voile. Et depuis, elle porte le voile. Mais je lui dis, est-ce que tu as une connaissance de l'islam? Est-ce que tu as rencontré des gens? Alors, je ne lui ai pas demandé si elle avait rencontré des tatoueurs, mais je ne sais toujours pas quel a été ce déclencheur chez elle. Ça, je pense que ce qui existe et ce qui va exister va beaucoup aider. Parce qu'on est quand même sur ce terrain-là, une méconnaissance totale, à la fois des textes, de ce que c'est l'islam, de ce qu'est le djihadisme, les différents courants. Et il faut vraiment, 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 je pense que dans les écrits de Hakim aussi, on retrouve le côté social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui d'en parler de l'islam de France sans être sur le phénomène, sur le social, aussi savoir aussi d'un point de vue géographique où ont été reléguées aussi toute cette composante issue de l'immigration maghrébine, donc musulmane. On est à 3-4 générations et il y a beaucoup, et tout est à faire. Alors maintenant, je vais juste vous dire 2 mots sur le documentaire qui fera 60 minutes. Michel m'avait posé un vrai défi qui était: il y aura sur scène la conférence, et l'idée c'était de recueillir une parole plus personnelle, plus proche, sur leurs rêves finalement. Idéalement, comment peut-on avancer un peu plus vite dans cet islam de France? Comment aussi, où sont les abcès de fixation? Comment, que ce soit sur l'égalité homme-femme, sur l'autre, sur le regard sur le non-musulman, le regard sur les convertis, le regard sur cette composante qui est peut-être assez unique en France, puisque dès que vous touchez à l'islam en France, vous touchez l'immigration, vous touchez la colonisation, vous touchez aussi la dernière composante issue de l'immigration que sont les Africains, Sénégalais, Maliens, etc. Ils sont arrivés en dernier, avec aussi une autre proposition sur l'islam, ou une autre façon. Ils ont été peut-être les plus relégués, et dans ce cas-là, on voit, c'est le communautarisme, et avec un cœur battant qui est l'islam. Donc là, j'ai décidé d'être au plus proche et d'être au plus pur de ce que veut dire le mot parole. C'était pour moi important de recueillir la parole. Alors, j'avais pas le choix, je ne voulais pas sortir du lieu de la conférence, essayer d'avoir un endroit très épuré, et vraiment, pendant 60 minutes, écouter une parole, et qui au bout en dira beaucoup sur cette conférence. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui s'amputer de l'image et du film pour faire avancer cette question. Donc moi, c'est avec un grand plaisir que j'ai rejoint cette équipe avec ce documentaire. J'en suis très heureuse, et je pense que c'est un support important, parce que Hakim l'a dit tout à l'heure, que ça va à la fois des chaînes de télévision, des sites, d'Instagram, de TikTok, etc. Même si on peut diffuser quelques phrases, ça fera avancer les choses, et ça fera forcément réagir.
Voilà, je vous remercie infiniment. Vous allez voir juste un petit extrait ramassé qui dure 7 minutes. Merci. Il faut penser la question de l'image, puisque en islam, c'est d'abord la parole, la calligraphie, et on n'a pas du tout finalement pensé cette image-là, même s'il y a eu des images, je dirais jusqu'au XVIe siècle, du prophète de l'islam. Et ça montre bien que les musulmans, parfois, ont un déficit d'histoire par rapport à leur propre tradition, et ce déficit d'histoire se traduit par un excès de mémoire. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et en face, Daesh et les phénomènes fondamentalistes et les phénomènes, je dirais, populistes, parce que pour moi, le fondamentalisme et le populisme, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ils arrivent à raconter un récit, une histoire avec un imaginaire, avec des mythes. Et là où nous, aujourd'hui, modernistes et modernes, nous avons fragmenté complètement les récits et nous ne savons plus comment raconter ces récits. Et j'espère que ce monde arabe reprendra l'initiative de sa propre histoire. Et la nécessité de regarder de manière la plus objective son passé, et que le rapport à l'islam, le rapport aux musulmans, le rapport à l'altérité devienne un rapport qui est beaucoup plus apaisé, parce que je crois qu'on a besoin d'apaiser les choses, et je crois qu'on a besoin aussi de mettre de la nuance, de la complexité, et toujours dans l'être An-Nour, le père dit à sa fille qui est partie rejoindre Daesh, il lui dit que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Et je crois que nous avons beaucoup de certitudes. Je travaille beaucoup sur la question de l'égalité homme-femme et la question des femmes parce que je trouve qu'elle est essentielle et qu'elle cristallise toutes les tensions sociales que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au sein du monde musulman et même au sein des communautés qu'on dit musulmanes en Occident, parce qu'elle cristallise toutes ces tensions de l'identité, de la tradition, de la modernité, de la liberté individuelle et autres. Et donc, c'est la discrimination que vivent les femmes musulmanes et que vivent d'autres femmes, parce que les inégalités transcendent toutes les cultures et les religions. Mais justement, elles sont pour moi une matrice sur laquelle vont se greffer toutes les autres discriminations. Et donc, je trouve que essentiellement, au sein de la tradition musulmane, si on ne règle pas la problématique de la question des femmes et de l'égalité homme-femme, qui reste le maillon faible, je l'appelle souvent le maillon faible de la tradition musulmane, on ne réglera pas les autres questions. Le problème est au niveau de toute cette instrumentalisation politique, je dirais, et de l'idéologie orthodoxe qui, durant 14 siècles, a rendu, c'est-à-dire a complètement dévoyé ce message qui était au début assez éthique et spirituel et qui est devenu aujourd'hui légaliste, normatif. On a le halal, le haram, le licite et l'illicite, et on n'a pas le droit ni de critiquer, ni de penser, ni de réfléchir, encore moins de débattre. Et donc, j'estime que les femmes ont un rôle très important à jouer. Je crois fondamentalement que le XXIe siècle finira par être féminin ou ne finira pas. Il est temps de rattraper le retard, notamment sur le plan juridique et de l'égalité entre les êtres par-delà le genre. Tout particulièrement, l'égalité homme-femme me paraît au cœur du projet démocratique et elle est un enjeu de civilisation. Il faut qu'il y ait une prise en charge sociale de la jeunesse. Je demeure convaincu que les meilleurs antidotes à ce qu'on appelle communément la radicalisation demeurent l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde. Il y a lieu de faire en sorte que l'élément islamique au sein de la nation ne soit à jamais plus synonyme d'épouvante. Au contraire, il faut savoir le conjuguer avec l'humanisme, notamment l'humanisme d'expression arabe qui a prévalu à travers l'histoire et qui se trouve être occulté des mémoires, effacé et insoupçonné même de la part de beaucoup de nos concitoyens.
Je travaille pour la diversité, pour l'éducation à la diversité, parce que cette éducation manque aussi chez nous dans nos programmes, que ce soit au Liban ou dans d'autres pays arabes. Donc comment éduquer à ce que la diversité ne soit pas perçue comme quelque chose de négatif, mais au contraire quelque chose de positif? Comment travailler avec les questions d'identité, avec l'altérité finalement, avec l'acceptation d'une autre vérité que la mienne. Dans le Coran, nous avons des versets, à la fois des versets qui parlent que la diversité est voulue par Dieu, et des versets qui disent que le salut est promis aux autres religions, surtout aux religions des gens du livre, mais d'autres versets qui disent que la religion pour Dieu est l'islam. Donc comment résoudre ce qui apparaît comme une contradiction? Et donc, une des manières de résoudre cela, c'est de dire que l'islam ici, c'est l'islam au sens large, comme l'expliquait dans la sourate Al-Nisa, le verset 125, c'est la voie abrahamique, c'est l'abandon confiant en Dieu en voulant faire le bien, c'est ça l'islam au sens large. Une autre explication pourrait être que la meilleure religion pour Dieu, c'est l'islam, mais cela ne contredit pas que les autres religions soient des voies de salut. Le souhait, c'est que la philosophie, l'intelligence humaine, puisse être de retour pour interroger tous les livres et tous les données de la foi. C'est ainsi que le juif, en lisant la Torah, le Talmud, il ne va pas se mettre à condamner les chrétiens parce qu'il croit en un blasphémateur qui s'appelle Jésus de Nazareth. Le chrétien, lui aussi, quand il va lire ces écritures, qu'il aille toujours vers le seul commandement que le Christ a laissé, c'est d'aimer son prochain. Et le musulman, là aussi, c'est cette lecture du Coran, ouvrage complexe, et qui pour eux pose un problème, et de faire comme les grands philosophes l'ont fait, Averroès et d'autres, de faire une lecture intelligente de ces versets, et de savoir ce qui a été dit au 7e siècle, pour unifier une tribu ou la sauver de l'invasion perse ou l'invasion byzantine, ne peut plus être aujourd'hui utilisé pour les confronter au monde occidental. Il y a ce que j'appelle le rideau de fer en Méditerranée. Il y a le mur de Berlin qui est tombé, mais il y a le rideau de fer en Méditerranée. On a le droit de sortir, mais on n'a pas le droit d'entrer en Europe. Quand je dis on, moi je suis une privilégiée, je fais l'aller-retour en permanence, mais je pense à une jeunesse. Ça veut dire qu'elle ne verra jamais le monde en chair et en os. Elle ne verra jamais le monde grandeur nature. Elle verra le monde à travers le spectre du petit écran. Ça veut dire qu'on forme des fanatiques en les empêchant de sortir. Et après, on vient, on leur dit, vous êtes des fanatiques, vous avez des esprits fermés, vous êtes obtus, vous êtes idiots, vous êtes des arriérés. Oui, mais bien sûr. On les a enfermés, on leur a interdit de franchir la frontière. Parce que les gens disent, mais pourquoi ils vont en Syrie, ceux-là? Mais ils vont en Syrie parce qu'ils n'ont pas de visa pour aller ailleurs. Donc ils vont en Turquie et après ils vont en Syrie. C'est la seule route que le monde leur a laissée, vous vous rendez compte? Le monde leur a enlevé le monde. Merci, c'est un très beau film. Merci à Yamina, et puis merci doublement parce qu'elle nous a remerciés alors que c'est nous qui le remercions au carré, parce qu'elle a fait ça de manière bénévole, complètement pro bono, avec toute son intelligence et tout son cœur surtout. Si vous avez quelques questions à tel ou tel membre de l'association, vous êtes les bienvenus. Yamina? Oui, il en faut un peu plus, Yamina. Oui, quand même. Là, on termine l'étalonnage et le mixage. Donc, je pense qu'on pourra faire déjà une projection avec Sabine va peut-être nous donner mais dès la rentrée. Dès la rentrée, il y aura une projection et ensuite on est pour parler avec quelques chaînes, voilà. Mais il y aura déjà une projection. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste ajouter un mot là-dessus. D'abord, ajouter ce qu'a dit Sadek, nos remerciements à Yamina. Vous avez vu, c'est techniquement très bien fait. Hein. L'image est belle, les gens ont l'impression qu'ils sont là, devant nous, à 1 mètre, 2 mètres. Donc, et là, vous n'avez vu qu'un petit extrait. Vous n'avez vu que quelques minutes. Comme l'a dit Yamina, le film total va faire 60 minutes. Et vous verrez, c'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses, on rencontre des gens de qualité, et avec des points de vue divers. Et ce n'est pas un hasard si la moitié ou presque des intervenants sont des femmes en plus, ce qui n'est pas ordinaire dans le monde de l'islam. Alors,
À la conférence de février 2019, il y a eu entre 500 et 1000 personnes. C'est pas mal, mais c'est rien. Avec le film de Yamina, on veut toucher des millions de personnes. Et donc, on a commencé à parler avec Arte, en France, mais nous voulons à la fois qu'il soit présenté sur des chaînes de télévision dans les pays européens, dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient, et pourquoi pas ailleurs, pourquoi pas en Indonésie, au Pakistan, aux États-Unis et ailleurs. On veut toucher le plus grand nombre de personnes possible. Et on va aussi passer sur les réseaux sociaux dès que possible, mais en laissant un peu la primeur aux chaînes de télévision et ensuite les réseaux sociaux. Car il s'agit de toucher les gens. Vous avez vu les beaux livres, c'est magnifique, mais il y a des gens qui ne lisent pas de livres. Il faut toucher les gens qui ne lisent pas des livres. Et il faut que tous ces points de vue intéressants, intelligents, divers, qui sont exprimés à l'UNESCO lors de la conférence, puissent être accessibles à des millions de personnes. À ce propos, moi je demanderais bien à Madame Nadour qu'elle nous explique les tourments et les facilités de la traduction. Traduttore, traditore. Oui, effectivement, traduire, c'est trahir. Et on a été deux avec Sadia, l'épouse de Youssef Seddiq, qui est révisée, on sait très bien que Youssef Seddiq, donc qui révisait les traductions. La grande problématique, c'est transposer tout ce qui est technique, la phraséologie et l'étymologie des langues, de la langue française vers la langue arabe. En quelque sorte, les versets coraniques, il fallait aller se plonger dans le Coran lui-même. Donc le Coran ne se traduit pas, voilà. Donc il a son équivalent directement dans le livre du Coran. C'est ça qui a été assez compliqué parce que c'est un travail de recherche. Sinon le reste, j'ai envie de dire, c'est une jouissance intellectuelle et spirituelle à la fois. Voilà. Merci. Makram, tu nous dirais un mot sur les facilités ou les difficultés d'apparaître dans le débat public, de porter ses idées. Tu nous dirais un mot sur les facilités ou les difficultés à porter ses idées dans le débat public? Porter ses idées, c'est-à-dire exprimer un peu ces choses complexes. Toi, tu as le savoir-faire, comment tu fais le faire savoir? J'essaie effectivement de travailler sur des sujets épineux, comme la question de la sécularisation en islam. Existe-t-il ou non justement une pensée séculière dans les traditions de l'islam classique ou contemporain? Pour moi, effectivement, oui. Donc j'essaie d'aller un petit peu dans ce sens-là parce qu'on en a besoin pour à la fois réfléchir autrement l'islam, à l'islam du XXIe siècle, effectivement. Je réfléchis aussi sur les questions de violence, de guerre, à la fois violence individuelle, violence collective, et sur la question des arts de gouverner. Et sur la plupart de ces dossiers, effectivement, j'essaie d'exhumer les travaux que vous avez mentionnés tout à l'heure. Averroès, Farabi, il y avait véritablement une pensée de la religion, une philosophie de la religion en islam qui mettait à distance le religieux et qui engageait une réflexion critique sur même l'origine des religions. Je cite comme ça un exemple très connu dans la communauté des spécialistes de philosophie arabe. Farabi, un auteur du Xe siècle, a fait un petit traité qui s'appelle Traité de religion, et dans lequel en fait il dit que l'origine des religions, de la religion, c'est une ancienne philosophie. Alors dire ça au Xe siècle dans le cadre de l'islam qu'on pense avoir été quelque chose de normativement régi par la religion, par une parole sacrée, etc. Voilà, sans être persécuté, sans être inquiété pour sa personne, dans le contexte de Bagdad du Xe siècle, c'est quelque chose de fabuleux, tout simplement. Alors aujourd'hui, on ne le sait pas. On parlait tout à l'heure aussi de diversité religieuse, d'athéisme par exemple. Il y a un auteur du XIe siècle, Al-Ma'arri, qui s'est permis, un Syrien, qui s'est permis d'exprimer ses doutes face à la diversité religieuse. Il y a des poèmes célèbres dans lesquels en fait il évoque le chrétien, donc dans son petit village syrien, le chrétien qui appelle
qui appelle donc à la messe par la cloche de l'église, et puis le musulman qui appelle à la prière à travers le minaret. Donc, que faire justement face à cette diversité? Eh bien, il a exprimé le doute, donc un doute existentiel, un doute par rapport à la question du salut. Il y avait aussi des mouvements athées, des mouvements matérialistes qui ont pu écrire, qui ont pu polémiquer. Donc il y a cette dimension-là de la diversité, de la polémique, de la parole libre qui circulait, de la valeur de liberté qu'on cherche à exclure aujourd'hui des valeurs de l'islam. À chaque fois qu'on lit un théologien qui parle de l'islam et de ses valeurs, il y a tout, la justice, l'égalité, etc., avec bien sûr des approches plus ou moins limitées, mais il n'y a pas la liberté. Donc j'essaie justement dans le cadre de mon travail de redonner en fait la place donc à ces notions, la place et le statut qu'elles méritent, ainsi que bien sûr la place et le statut que méritent ces grands auteurs, ces grands noms, qui étaient vraiment profonds, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan humain. Voilà. Merci, tu allies à la fois ton travail original et puis tu es traducteur et de passeur, et il faut citer ta traduction du dernier livre de Mohamed Chahrour avec une très belle préface, et qui le Luther de l'islam d'après la Croix. Mesdames, messieurs des médias, des questions? Oui. Une fois, 2 fois, 3 fois. Oui, s'il vous plaît. Hicham Beniaï, j'ai dirigé 3 magazines pendant une quinzaine d'années sur l'Afrique, New African Business et African Banker. Donc je suis au cœur de la fabrique de l'opinion. Moi je pense que ce qui est très important, c'est de voir votre méthode, la méthode et le pouvoir d'influence pour faire passer les idées. Parce que je ne vous dirai pas, moi, pour ma reconquête identitaire, j'ai dû faire un travail d'enracinement, c'est-à-dire essayer de savoir comment la culture s'est fabriquée. J'avais même interrogé les plus grands orientalistes, Jacques Berck, Maxime Rodinson, mais donc il y a une clarification au départ. Et comment aujourd'hui produire cette bonne influence sur une bonne partie de ces Français d'origine musulmane, ou en tout cas moi l'appellation musulman me dérange, parce qu'au fond je garde ce mot, la laïcité est un mot très fort, parce que la religion est une affaire privée et il est essentiel de pouvoir opérer de cette manière-là. Mais plaquer des choses pour dire et les musulmans de culture musulmane, c'est des choses absolument ahurissantes qu'on voit. Ça dénote l'extrême ignorance de ceux qui manient ce type de discours. Voilà. Je crois que la première partie de votre question, elle est pour notre délégué général, la deuxième à Yamina Benguigui, et la troisième partie pour Hakim. Eva. Non, par rapport à ce que vous dites, effectivement, ça fait un lien direct avec ce qu'on a pu dire tous ensemble. Mais effectivement, cette question de l'aspect privé de la foi, elle est essentielle, mais ça ne devrait pas forcément nous empêcher d'agir et de se faire entendre. Parce que le problème, c'est que moi, personnellement, j'ai un parcours de converti, et à un moment donné, je ne pouvais pas rester sans rien dire chez moi par rapport à ce qui s'était passé. Il fallait dire qu'il existe un autre islam et qu'il faut faire connaître cet autre islam et qu'il faut diffuser les connaissances, il faut avoir une bonne influence sur les gens en leur donnant ces connaissances, en leur donnant accès à ces connaissances. Ce qui ne veut pas dire prendre la foi comme un étendard identitaire dans l'espace public, mais simplement avoir au moins la responsabilité de le faire et de dire qu'autre chose existe. Sinon, on se contraint à une majorité silencieuse perpétuelle. Et à force d'être silencieux, certains disent que tous les musulmans consentent à la violence qui se fait, alors que c'est faux. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi s'exprimer. Et c'est en cela aussi que je me suis engagée, c'est pour cette raison, c'est pour dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a d'autres gens qui existent. Merci. Yamina, comment faire savoir? Et puis Amine, comment être persan? Ou comment être musulman? Pour Yamina, tu peux passer le micro? Merci.
Ah, ça serait mieux Oui. pour ceux qui vont nous suivre, parce qu'on va tourner le éditer dos, après. je suis désolée. Oui, oui. Non. Alors, comment dire les choses très, très simplement? Moi, j'entends bien votre question, votre façon de dire. Moi, je suis issue, donc là, je vais vous parler de mon vécu, de ce que l'on appelle l'histoire de l'immigration algérienne. Voilà. Alors, notre histoire, ou de l'immigration maghrébine en France. Nos parents avaient en tête les frontières. C'était très important. La terre, l'Algérie, c'est l'Algérie, le Maroc, c'est le Maroc, la Tunisie, c'est le... Et puis, nous étions des musulmans. Alors, c'était tellement imbriqué, c'est-à-dire que la religion était vraiment très, très privée. Alors, je ne crois pas qu'il y avait même un malaise à dire à l'extérieur qui était musulman ou pas. Puisqu'à l'époque, c'était vraiment une question de géographie, puisque nos parents sortaient de la décolonisation, que c'était ça qui était ambiant. Qu'est-ce qu'un Algérien ? Pourquoi vous n'êtes pas reparti ? Pourquoi vous restez ? Vous avez eu votre indépendance. Enfin, on avait la question de la nationalité qui était très présente. Et l'islam était très importante dans nos familles, mais à l'intérieur et dans la sphère privée. Nous avons été éduqués comme ça, avec parfois des petits mix, comme j'ai toujours cru petite que la Kassaman, qui est l'hymne algérien, mon père le mettait le jour du Ramadan. Donc pendant très longtemps, j'ai cru que c'était la musique du début du Ramadan. Et 10 ans après, j'ai compris que c'était juste l'hymne national algérien. Donc c'était assez... le terreau de l'islam de France était ça à la base. Ensuite, effectivement, mettre d'abord l'islam en numéro 1 et ceux que nous sommes, ou les enfants, Rachid Benzine parlait disant à ne pas connaître son histoire, on se trompe d'histoire. C'est une évidence. Donc aujourd'hui, ce que fait Anne, etc., on doit pouvoir mettre ce mélange en avant. Ce mélange, il est indissociable de l'histoire de France, de notre histoire, et comment réussir à parler d'un islam sans être perçu comme juste des musulmans. Ça, ce ne sera pas possible. Et qu'on peut être une convertie, être athée dans ce pays, et s'intéresser aussi aux questions de l'islam. Donc, je reviens à dire toujours que les écrits, les paroles, les films, les images sont très importantes. Parce que, comme le disait Nelson Mandela, ce qui est fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Voilà. Merci beaucoup. Il y a je suis Djeloul Begoura, je suis le producteur délégué de l'émission Islam sur France 2. Et j'ai une histoire avec l'immigration, on a une histoire commune avec Yamina. C'est que j'ai participé à l'aventure, à la création de l'émission Mosaïque. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des moments où j'ai envie de dire, laissez l'islam tranquille, laissez-le tranquille. Je crois que la France il faut parler de citoyenneté. Aujourd'hui, c'est un élément, bien sûr, le problème se pose, le problème de l'interprétation des textes. Tout ça, tout à fait. Et je pense sincèrement que la démarche de l'association l'Islam du XXIe siècle est l'un des éléments qui peut aider effectivement à un enracinement de la citoyenneté.
et de sortir de ce dilemme qui est devenu un élément politique. L'islam est devenu, on en a fait un élément politique pour ou contre. Hein, pour ou contre. Et donc, je crois que la France a raté le coche quand il y a eu ce qu'on a appelé la marche, c'est devenu la marche des beurs. La marche. Et si on avait enraciné, c'est-à-dire on n'a pas sorti, on n'a pas dévié cette démarche de la part des jeunes qui ont marché, cette marche des jeunes, si on ne l'a pas dévoyée, et qu'on avait enraciné, il y avait une chance pour la France d'enraciner la citoyenneté, eh bien, on a raté le coche. La France a raté le coche. Aujourd'hui, l'islam, moi je suis un fils d'imam, de père en fils depuis 3 siècles, d'une petite zaouïa. Je n'ai jamais entendu mon père dire « Attention, c'est interdit, c'est ceci, c'est cela ». C'est devenu l'islam des apparences. Et cet islam des apparences, je crois qu'il faut parler aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire dans l'émission sur France 2, dans l'émission Islam, c'est de parler de l'islamité. Il y a la chrétienté, la judéité, et il y a l'islamité. Et l'islamité, il y a la religion, les textes, le dogme, etc. Mais il y a tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui est effectivement qui fait que cette religion a apporté à l'humanité sa part d'universalité. Voilà. Merci. Vous avez bien compris qu'on va voir les éléments culturels en ayant à l'esprit le cultuel, et on regardera les éléments culturels en ayant aussi à l'esprit la dimension culturelle et sans oublier la partie sociale. Vous aviez une question qui sera peut-être la dernière, en commençant par qui vous êtes. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Nadia, je suis une ancienne étudiante de Makram Abbès, justement. En fait, je voulais juste réagir un petit peu sur ce qui a été dit, parce qu'on parle de cette jeunesse qui n'a pas pu, ou qui n'a pas su s'engager il y a 10-15 ans. Aussi parce que, alors moi j'ai des tas de connaissances et des amis qui sont aussi de confession musulmane et qui sont partis se former à l'étranger et qui pourtant plaident pour cet islam éclairé qu'on a appris auprès de l'ENS, par exemple, avec Ibn Rushd ou Ibn Sina ou Al-Kindi. Et c'est vrai qu'en fait, on a toujours vu ce qui était le contre-projet de l'islam éclairé, c'est-à-dire les salafis et tout ce qui était groupe comme Tabligh. Et on le voyait de loin, mais c'est aussi difficile quand on reste en France et qu'on ne trouve pas facilement non plus... à un moment donné, il faut trouver quelque chose qui est à la hauteur aussi de ce qu'on a fait comme étude. Et beaucoup de personnes qui sont de confession musulmane, qui sont brillants même, que je connais, ne sont pas là, ne sont pas en France aujourd'hui parce qu'ils vivent à l'étranger. Voilà, c'était juste cette remarque. Ok. Écoutez, on a préparé quelques rafraîchissements là-haut, et puis merci beaucoup de votre accueil.